Bonjour tout le monde, bienvenue dans À la sauce Curie, le podcast des femmes qui font la science d'aujourd'hui. Je m'appelle Mélissa, je suis la créatrice de ce podcast dans lequel je vous partage mes conversations avec des femmes scientifiques, tous domaines confondus, qu'elles soient paléontologues, vétérinaires ou ingénieurs en génie civil. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui m'intéresse énormément, la création d'entreprises. C'est un sujet qui peut faire peur à pas mal de gens et qui n'est pas spécialement abordé quand on fait un parcours scientifique. Sherilyn est la cofondatrice de la start-up Les Merveilleux. Avec Philippine, son associé, leur ambition est de créer le premier œuf végétal. Alors comment ce projet est-il passé de simple projet de groupe pendant les études à une réelle start-up ? Sherilyn nous dévoile tout sur comment monter son entreprise. Qu'est-ce que le statut étudiant-entrepreneur et ses avantages ? Et comment réussir son financement participatif ? On parle également de comment garder sa motivation, car monter son entreprise, ça peut être long, et comment faire face à la critique et à la pression, qu'elles viennent des autres ou de soi-même. Comme d'habitude, si vous aimez ce podcast, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire gentil et à mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast. Ça sert pour le référencement et surtout parce que j'aime bien papoter avec vous. Cet épisode ainsi que tous les précédents sont disponibles sur votre appli de podcast, Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox, mais aussi sur Spotify et Deezer, YouTube et directement sur le site internet alasaucecurie.com. Pour ne rien rater de l'actu, il y a les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup pour votre écoute et pour votre soutien. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager, c'est le meilleur moyen de faire grandir ce podcast. On se retrouve dans un mois, car oui, quand la majorité des gens reprennent le taf ou l'école, moi je me casse en vacances. Donc pas d'épisode dans 2 semaines, mais dans un mois, le 3 octobre plus précisément. En attendant, je vous laisse avec Sherilyn. Bonne écoute. Salut Sherilyn. Salut Mélissa. Tu vas bien ? Ouais, ça va et toi ? Ouais, ça va. Alors Sherilyn, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, alors du coup, je suis Sherilyn, la cofondatrice des Merveilleux. C'est une start-up spécialisée dans l'agroalimentaire et plus particulièrement dans les alternatives végétales, puisque notre produit de lancement, c'est un œuf végétal. Donc c'est une première mondiale et on est toujours en cours de développement actuellement. Et dans la société, nous sommes 2, donc avec ma cofondatrice Philippine. Ok, donc là aujourd'hui on va parler création d'entreprise, ce qui n'est pas souvent le cas en fait quand on parle du monde scientifique. Moi je sais que c'est quelque chose qu'on m'a pas spécialement parlé, tu vois, dans le cours de mes études ou même en recherche, ça commence à venir mais c'est pas vraiment quelque chose d'automatique, on va dire. Mais c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup et qui fait même un petit peu peur, j'ai l'impression. Tout de suite créer son entreprise, ça fait un peu... C'est vrai que ça peut être effrayant, mais ça n'est pas tant que ça. Ok, bon, justement, tu vas nous aider à démystifier tout ça. Et donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais savoir qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite ? Alors, quand j'étais petite, c'était totalement différent de ce que je fais actuellement. Je voulais être architecte. En fait, c'était parce que quand j'étais plus jeune, j'étais passionnée par l'art, le dessin. Donc j'avais pris des cours particuliers d'art quand j'étais petite. Et ensuite, au cours de mes études, donc quand j'étais un peu plus âgée, donc je dirais au collège, au lycée, j'avais plus d'appétence pour les mathématiques et la physique. Du coup, je m'étais dit que être architecte, ça pouvait être le bon compromis entre ces 3 passions, enfin ces 3 matières que j'appréciais bien. Effectivement, ouais. Et finalement, du coup, après, en terminale, j'ai candidaté pour des écoles d'architecture et des écoles d'art et une fac de physique-chimie. Et finalement, donc c'était une sélection sur dossier et aussi sur des projets qu'il fallait envoyer. On avait différents projets. Et je n'avais pas été prise. Et du coup, je m'étais dit, peut-être qu'en fait, c'est pas fait pour moi. Donc, j'ai eu mon choix qui était d'aller à la fac de physique-chimie. Donc, j'ai fait une fac de physique-chimie. Voilà. Ok, cool. Ensuite, mon parcours a été assez... comment dire ? Il y a eu pas mal de changements, ce qui fait que ensuite j'ai été en biologie. En fait, en étant en physique-chimie, je me suis rendu compte que finalement, j'aimais peut-être pas tant que ça. Et puis ensuite, je me suis inscrite à une fac de biologie, alors que de base, quand j'étais au lycée, la SVT, c'était pas trop mon truc.
Et finalement, dès les premiers cours, j'ai tout de suite accroché parce que j'avais des professeurs qui étaient enseignants-chercheurs, qui étaient super passionnés par leur projet et qui rendaient tout super passionnant et intéressant. Et donc, j'ai continué là-dedans. Ok. Voilà. Et donc, donc, c'était en quelle année de fac physique-chimie où tu t'es dit, non, c'est pas pour moi? C'était à la fin du premier semestre. En fait, ouais, donc assez tôt. Le premier semestre, en fait, je l'avais plutôt bien réussi. J'étais, il me semble, 8e de la promo. Et tout se passait super bien. Et finalement, en fait, c'est une matière en particulier qui m'avait un petit peu fait décrocher. C'était la thermodynamique. Et finalement, après, ça m'a suivi quand j'étais en biologie, mais il y avait toutes les autres matières qui compensaient, donc ça allait. Et après, j'ai pu apprécier la thermodynamique, mais de base, c'était cette matière-là qui m'avait un petit peu fait décrocher. Et puis aussi toute une remise en question de qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard, ce qui arrive assez souvent, je pense, au lycée ou même après le lycée en post-bac. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui t'a fait choisir la biologie si au final, la SVT au lycée, c'était pas trop ton truc? C'était que du coup, après la physique-chimie, j'étais un petit peu perdue, sachant que de base, j'appréciais beaucoup la physique. Et je m'étais dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc j'ai réfléchi à plusieurs milieux différents. Et donc comme je savais pas trop ce qui m'intéressait vraiment, je m'étais dit que j'allais continuer en fac parce que à l'université c'est assez général, on peut facilement peut-être se découvrir un intérêt pour une certaine matière grâce à toutes les matières qu'on a, qui sont enseignées à la fac. Et donc je me suis dit que pour rester dans les sciences, j'allais aller en biologie. Parce que je savais que les sciences quand même c'était quelque chose que j'appréciais. Ok, d'accord. Donc t'as choisi biologie plus parce que c'était une autre science et que les sciences en général chez toi c'était ok. Exactement. Ok, et donc t'es en fac de bio et qu'est-ce qui se passe? Et donc j'adore. J'arrive à la 3e année de licence, j'ai ma licence. Et ensuite, je dois choisir entre 2 types de master, soit master recherche, soit enseignement. Et là, je me dis que ça aurait été intéressant, mais j'ai envie de quelque chose de plus concret, donc plus dans l'industrie. Et également, quand j'étais à la fac, j'avais fait un stage en cosmétique, qui était en 2e année de licence. Et c'est là que je me suis dit que j'aimerais bien travailler dans l'industrie cosmétique, donc pourquoi pas être chef de projet en cosmétique. Et donc là, je recherche les écoles d'ingénieurs qui peut enseigner sur la biologie industrielle et notamment spécialisée en cosmétique, ce qui était le cas de l'école de biologie industrielle à Cergy. Donc j'ai postulé, j'ai été prise. J'ai pu entrer dans le cycle ingénieur, donc en 3e année. Et donc ensuite, j'ai continué mon petit parcours scolaire à l'EBI, du coup. Ok. Et donc de base avec l'idée d'être chef de projet en cosmétique. Donc comme quoi j'ai eu pas mal d'idées, de volontés, de métiers, et finalement je ne fais pas ça aujourd'hui. Ok, et comment se passe l'école d'ingénieur alors? C'est plutôt chouette. Alors c'est une autre ambiance que la fac, bien sûr, parce qu'à la fac on est très indépendant. On a des partiels juste à la fin de chaque semestre. En école d'ingénieur, c'était du coup beaucoup plus de rigueur, d'encadrement surtout. Ensuite, au niveau des cours, c'était à peu près pareil. On était par promo, ensuite par classe de TD, et j'avais bien apprécié. Après, l'EBI, c'est réputé pour être, je crois, l'école d'ingénieur la plus féminine de France, parce qu'on est 80% de filles à l'EBI. Ah ouais. Donc ça pouvait être assez spécial au niveau de l'ambiance, disons. D'accord. Comment ça? C'était pas mal de commérage, de ragots, tout ça. Mais bon, après, ça faisait partie de la vie étudiante aussi. Ok, d'accord, bon. Et aussi, ce qui changeait énormément au niveau de la vie étudiante par rapport à la fac, c'était toutes les associations qu'il pouvait y avoir. Donc notamment, j'avais une association qui m'avait bien plu, c'était une association humanitaire donc, dans laquelle que j'avais intégrée. Et du coup, notre objectif, c'était d'organiser une course à la fin de l'année qui pouvait on pouvait récolter de l'argent pour pouvoir donner à des associations humanitaires, donc c'était sympa. Ok. Et donc, t'as vraiment kiffé cette association humanitaire Ouais.
Ouais, en fait, ça m'a aussi appris à travailler en groupe, enfin un groupe de plusieurs même, parce qu'on était, il me semble, 15 dans l'association. Et aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que la grosse différence entre la fac et l'école d'ingénieur, c'est qu'on avait beaucoup de travaux de groupe. Et ça, c'était super chouette parce que ça nous prépare à travailler en équipe à l'avenir. Et ça nous permet aussi de développer notre relationnel en équipe, d'appréhender certains comportements ou même de comprendre certains comportements, d'apprendre à travailler avec les autres. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup adoré. Ok, super. Et donc là, on en est encore au projet cosmétique. Donc t'as choisi... Exactement. Donc en fait, à l'école, là, t'avais choisi le parcours cosmétique, c'est ça? Ouais, j'avais choisi toutes mes options cosmétiques. Ok. Et alors, comment t'en arrives à les Merveilleux? Alors, du coup, les Merveilleux sont nés dans le cadre scolaire, donc ça fait bien l'introduction aux Merveilleux. Donc en fait, c'était du coup en 2e année du cycle ingénieur, on a eu du marketing. Et donc là, on était par groupe de projet de 14 étudiants. Et en fait, on avait le gros projet de marketing qui était aussi le plus gros projet du parcours à l'EBI, qui s'appelait Innovation et création d'entreprise. Et donc, par groupe de 14, on avait tous un thème différent. Nous, c'était agroalimentaire. Et donc, on s'est dit comment on va pouvoir innover dans l'agroalimentaire. Donc ça, c'était en septembre 2017. Vous l'aviez choisi, le thème agroalimentaire? Non, c'était imposé. C'était attribué. Pareil pour le groupe de 14, c'était imposé. On n'avait rien choisi. Ok. Et donc on s'était dit comment on va pouvoir innover dans l'agroalimentaire avec tout ce qui existe déjà. Donc ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on s'est penché sur les tendances alimentaires, dont le véganisme. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a interrogé les personnes qui, autour de nous, donc dans la famille ou dans les amis, sont véganes, voire végétariens. Et on leur a demandé ce qui leur manquait le plus depuis qu'ils sont devenus véganes ou végétariens. Et donc la plupart ont dit la viande, le fromage, mais aussi les œufs. Donc on a constaté qu'au niveau de la viande et du fromage, il y avait déjà pas mal de substituts qui existaient sur le marché à l'époque. Donc des steaks végétaux, du fromage végétal. Mais au niveau des œufs, il y en avait très peu. Il en existait sous forme de poudre, mais qui étaient disponibles seulement dans les épiceries véganes, donc qui étaient surtout situées à Paris. Ok. Et en plus de ça, on a constaté qu'en fait, les œufs dans la gastronomie française, c'est présent partout. Enfin, on en a en entrée, en plat, en dessert, en sucré, en salé, voire dans les boissons aussi. Et donc, on s'était dit qu'il y avait quelque chose à faire sur les substituts à l'œuf végétal et végétaux, pardon. Et du coup, on se met à travailler sur un substitut à l'œuf qui en fait va imiter l'œuf sur son aspect, son goût, ses techniques culinaires et aussi ses valeurs nutritionnelles. Donc au début, c'était quand on a eu cette idée-là, on s'est tous regardés en se disant mais en fait comment on va faire ça? Exactement. Et ouais, on s'était dit mais si c'était possible, ça existerait déjà. En plus, on a trouvé l'idée géniale. Et donc on a travaillé dans un premier temps dans les laboratoires de notre école, parce qu'à l'EBI on a des laboratoires de formulation, de chimie. Également, on avait accès à toutes les matières premières de l'école, donc on avait pas mal de matières pour faire mumuse, on va dire, pour faire des petits mélanges. Et aussi nos professeurs pour nous orienter. Et donc à l'issue de ce projet scolaire, donc c'était 5 mois plus tard, on a eu un oral qui s'appelait le Grand Oral de l'EBI. En fait, c'était un concours qui venait conclure le projet. Ok. Donc on devait vraiment sortir un premier prototype pour ce concours. Ce qui est arrivé, donc au bout de 5 mois, on a réussi à sortir un prototype qui était viable, qu'on a présenté au concours. Ensuite, lors de ce concours, du coup, il y avait tous les autres projets de notre promotion qui s'étaient présentés. Et on a été élus premier par le jury qui était constitué d'une 30aine de professionnels de différents milieux de l'industrie. Et donc en fait, moi c'était trop bien, c'était beaucoup d'émotions. Et donc à l'issue de ce concours et des résultats,
plusieurs personnes du jury nous ont dit qu'en fait, que c'était vraiment un projet top, que l'idée était géniale et qu'on aurait beaucoup, que le marché était là, quoi. Pareil, les professeurs nous ont dit mais lâchez rien, en fait, cette idée elle est trop bien. Donc là, à partir de ce moment-là, l'équipe s'est réduite à 7 personnes. Ok. Parce que c'était plus un projet scolaire, mais plus devenu professionnel. Bah ouais. Donc on le travaillait après les cours ou le week-end, on se faisait des réunions toutes les semaines, on continuait à travailler dessus, et surtout sur l'aspect technique. Et ensuite, donc juste à la fin de ce concours, donc c'était en janvier 2018, ensuite on a été pendant 1 an et demi dessus, pendant 7 voire 6 ensuite dans l'équipe, à travailler en parallèle de nos études. Et à la fin de nos études, certains ont eu envie de continuer leurs études pour faire des masters spécialisés, ou alors d'autres ont eu des propositions d'embauche lors de leur stage. Donc on s'est plus que retrouvés à 2 sur le projet, et on a vraiment commencé du coup notre aventure entrepreneuriale à partir de novembre 2019. Novembre 2019. Voilà. Ok. Ouais. Ah ouais, donc c'est en gros, récent pendant en fait. 2 ans, ouais, c'est tout récent. En gros, pendant 2 ans, on a beaucoup travaillé sur l'aspect R&D, la formule, le produit. Et à partir de novembre 2019, c'est là qu'on a découvert l'entrepreneuriat et qu'on a bossé sur le côté marketing, le business, tout ce qu'il y a autour. D'accord, donc en fait, Voilà. le développement sur le produit même, comme vous étiez encore à l'école, vous aviez encore accès aux équipements de l'école. Oui, c'est ça. Mais Okay. ça a été pendant 1 an parce que ensuite la dernière année de nos études, donc la 3e année du cycle ingénieur, dans notre équipe, on était tous un peu séparés parce que certains avaient fait leur semestre à l'étranger ou d'autres en double diplôme. Ce qui est le cas de Philippine et moi, on a fait notre double diplôme à l'université de technologie de Compiègne en chimie. Okay. C'était un petit peu aussi dans le but de se spécialiser un peu plus en chimie pour le projet des merveilleux. Et ensuite, on a eu 6 mois de stage, le stage de fin d'études. Donc, on était tous à distance et donc là, on n'avait plus accès au laboratoire et en même temps, on devait tous travailler un petit peu de notre côté. On avait plus trop de temps. Parce que vous faisiez un stage, donc forcément, vous pouviez pas non plus. Ouais. Mais en même temps, vous aviez choisi ce stage dans l'optique de quand même continuer les merveilleux par la suite, quoi. En fait, au moment où on devait choisir notre stage de fin d'études, on avait le choix entre faire notre stage de fin d'études dans le développement des merveilleux, et donc là, ça serait dans un incubateur, ou faire notre stage de fin d'études dans une entreprise. Finalement, on a marché au vote avec notre équipe, et il y a eu plus de votes pour le stage en entreprise, parce qu'on s'était dit que ça allait être peut-être notre dernière occasion de découvrir tout l'environnement de l'entreprise et que ça pouvait être bien avant de créer sa propre entreprise, d'avoir une expérience en entreprise et notamment par exemple en agroalimentaire, donc ça pourrait encore plus nous aider pour notre création d'entreprise, donc c'est pourquoi on a fait les 6 mois en entreprise. Ok, et c'était quoi cette entreprise pour toi ? Moi c'était les cosmétiques, encore. Ok. Finalement, même si j'avais ce projet-là en tête quand même, j'avais quand même choisi de faire mon dernier stage en cosmétique. Et Philippine, par contre, elle l'avait fait en agroalimentaire. Ok, d'accord. Ouais, t'avais choisi cosmétique au cas où que... Ouais, c'est ça aussi. Garder cette porte-là. Sait-on jamais. Ouais, exactement. Et finalement, j'ai rien lâché finalement en cosmétique, mais là vraiment, j'ai tout... je consacre tout mon temps, du coup, au merveilleux. Ok. Et justement, à la fin du stage, c'était pas forcément évident de se dire, est-ce que on se lance vraiment dans l'entrepreneuriat, parce que c'est un peu un domaine inconnu pour nous. Et finalement, on avait un petit peu touché à l'entrepreneuriat quand on s'était détaché du projet scolaire, parce qu'on était accompagné par Pépite, c'est le réseau des étudiants entrepreneurs, et on avait le droit d'avoir accès aux pépites pendant qu'on était étudiant. Okay. Et j'avais déjà développé une certaine appétence pour l'entrepreneuriat aussi. D'accord, ok. Et donc cet accompagnement justement par Pépite, ça consiste en quoi ? Alors en fait, pendant qu'on était étudiant, du coup c'était un accompagnement par des professionnels de l'entrepreneuriat
Donc en fait, on avait des séminaires tous les 3 mois. Donc c'était des séminaires qui se tenaient sur un jour complet où en fait on avait des formations à l'entrepreneuriat. Et également on avait un suivi personnalisé. Donc en fait on pouvait poser des questions sur nos problématiques et on avait des professionnels qui pouvaient nous aider à chaque fois. Des professionnels de l'entrepreneuriat. Et sinon aussi on pouvait avoir des rendez-vous avec des experts. Par exemple, je me souviens qu'on avait eu un rendez-vous avec un expert comptable pour nous aider sur l'élaboration de notre business plan, par exemple. Le business plan, c'est quelque chose, ça nous parlait pas du tout comme on était issu d'un milieu scientifique. Et du coup, on a pu être un petit peu aidé grâce à des professionnels comme ça sur différents sujets du projet. Ok, parce que ouais, effectivement, l'école vous forme plus particulièrement plutôt pour le côté R&D, développement du produit, enfin concernant votre entreprise, mais tout ce qui était administration, gestion de l'entreprise, le business plan comme tu dis, la législation et tout ça, comment vous étiez accompagné? Donc grâce à Pépite, c'est ça? Grâce à Pépite, c'est ça. Okay. En fait, Pépite, donc, tu peux faire partie du réseau quand tu es étudiant. Et donc là, tu peux avoir le statut national étudiant-entrepreneur, ça s'appelle le SNEE. Okay. Et une fois que tu n'es plus étudiant, tu as encore le droit à un an dans ce réseau-là. Et là, tu dois passer le diplôme étudiant-entrepreneur. Et j'ai oublié de préciser que c'était gratuit. Et en fait, tu as un Pépite par région. Trop bien. En France. Ok, d'accord. Ah oui, donc c'est vraiment un organisme national. Ouais. Qui fait que quand tu es étudiant et que tu veux entreprendre, est-ce que tu es obligé de faire partie d'une école d'ingénieur comme ça ou même non, des gens à la forcément. fac? Enfin, par exemple, en fait, il faut que tu sois dans une école quand même, il faut que tu aies le statut étudiant. Mais par exemple, pour moi, donc quand j'étais encore étudiante en école d'ingénieur, j'avais le statut national étudiant-entrepreneur avec Pépite. Sauf que à la fin, lorsque j'ai été diplômée, donc là où on peut passer le diplôme étudiant-entrepreneur, le D2E, j'ai dû m'inscrire à une fac. Donc actuellement, tu vois, je passe le D2E et je suis à la fac de Cergy-Pontoise, mais je n'ai pas cours là-bas parce que... Attends, je vais refaire, pardon. Alors en gros, je suis inscrite à la fac de Cergy-Pontoise. Normalement, je devrais avoir cours tous les samedis d'entrepreneuriat. Sauf que comme je fais partie d'un programme d'accélération qui se situe à Station F, je suis exonérée de ces cours-là, et donc je n'ai pas cours. Et en fait, pour avoir le diplôme étudiant-entrepreneur, il faut que tu suives ces cours si tu n'es pas exonéré, et à la fin que tu rendes un projet, c'est un pitch deck de ton projet. En fait, une présentation de ton projet avec l'étude de marché. Ok, donc le diplôme étudiant-entrepreneur, en fait, c'est un diplôme universitaire. Ouais. Donc il faut t'inscrire à la fac et ensuite par contre comme tu fais déjà partie d'une autre pépinière d'entrepreneuriat qui est Station F, c'est ça? C'est ça, et que je faisais partie du programme d'accélération de Pépite. Ok, d'accord, comme t'avais déjà le réseau Pépite avant. C'est ça. Ok. Et alors justement, novembre 2019, donc tu sors de l'école. Donc vous n'avez plus accès au laboratoire, vous lancez votre entreprise. Comment que ça se passe? Là, vous êtes lâché dans le grand bain. Comment vous faites? C'est ça. Alors du coup, on n'a plus accès au laboratoire, mais on s'était rendu compte qu'on pouvait continuer nos essais laboratoires chez nous finalement. Donc notre laboratoire R&D c'est devenu, enfin plutôt notre cuisine est devenue notre laboratoire R&D. Parce que finalement, au niveau du matériel, comme on faisait surtout des essais qui n'avaient pas besoin de grande précision, on pouvait utiliser nos balances, nos fouets pour mélanger, notre frigo pour stocker, même faire des tests de stabilité en laissant la formule dans notre cuisine. Enfin, on s'était dit que finalement, la cuisine, ça pouvait être chouette pour commencer. Ok. Et sur la partie marketing... donc à partir de novembre 2019, on avait intégré le programme Pépite à Station F, donc ce dont je parlais tout à l'heure, qui est en fait un programme qui est une organisation entre Pépite, également l'incubateur School Lab, qui est un incubateur de Paris,
mais qui a aussi maintenant d'autres incubateurs aux États-Unis et en Asie, et aussi la région Île-de-France. Okay. Ce qui fait qu'on avait accès au réseau Pépites, on avait des formations et un accompagnement personnel par l'incubateur Scolab, et aussi une aide de la région Île-de-France sur l'aspect financier. Et donc là, on a pu... En fait, c'est un programme vraiment adapté aux étudiants entrepreneurs qui débutaient leur projet, parce qu'on a eu finalement des formations sur toutes les bases de l'entrepreneuriat. Donc vous avez été accompagné sur tout le côté qui vous manquait, vraiment le côté développement d'entreprise que vous aviez pas eu à l'école. C'est ça. Ok, et de l'aide, et là vous étiez aussi aidé financièrement, parce que c'est ça, c'est quand tu montes ton entreprise mais que ton produit est pas encore commercialisé, tu fais comment pour pour avoir un salaire en fait, pour te... Ouais, c'est vrai que c'est pas évident au début parce qu'on n'a pas forcément un salaire, comme nous actuellement on n'est pas encore rémunérés. Mais au niveau de la partie financière, avec les Merveilleux, on avait remporté des concours, ce qui a pu nous faire une petite enveloppe. Donc il y avait un concours qui s'appelait The Entrepreneur, qui se tient à Enghien-les-Bains. Et en fait, c'est un concours de pitch, donc en fait où tu dois présenter ton projet. Et puis ensuite, il y a une sélection par le jury, puis par le public. On avait remporté. Cool. Et on avait pu... Et donc on avait gagné... c'était à l'époque un ordinateur, un MacBook Air, qu'on a pu revendre pour nous faire une petite somme d'argent. Ok. Et ensuite, on a gagné le concours Pépites. Donc c'est un concours régional organisé par Pépites, bien sûr. Et donc c'était au niveau des gains, on a gagné 1 500 € de formation. Donc là, j'ai pu me former au marketing, par exemple. Cool. Et aussi 10 000 € grâce à la BPI. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est fait une petite enveloppe. Et ce que je te disais tout à l'heure avec le programme d'accélération à Station F qui regroupe Pépites, Scolab et la région Île-de-France, la région Île-de-France nous aide sur une partie d'accompagnement mais aussi une partie financière parce qu'ils ont financé une partie du programme. Ce qui fait qu'on payait 100 € par mois pour être accompagné et avoir des bureaux à Station F. Ok, ah oui, donc là logistiquement, vous avez vos bureaux à Station F, vous avez de l'aide financière et vous développez vos recettes dans votre cuisine. C'est ça. Exactement, t'as fait un bon résumé. Ok, super. Donc là, ça y est, l'entreprise est lancée, vous êtes accompagné, bien entouré avec donc toute cette avec Station F, Pépites, etc. Ouais. Maintenant, j'ai vu que vous avez lancé aussi un crowdfunding, donc un financement participatif pour donc compléter financièrement le développement de votre entreprise, je suppose. Oui, c'est vrai, j'avais oublié de parler de cette option. Et donc ça, c'est une idée que vous aviez eue ou c'est Station F qui vous avait aidé à développer ça, amené l'idée, ou est-ce que vous aviez déjà l'idée de faire participer la communauté ? Alors non, on n'avait pas eu l'idée, c'était dans le cadre de notre accompagnement par School Lab, on en avait un petit peu parlé, et aussi parce que donc dans le cadre de notre accompagnement, on était par promo, donc on était, il me semble, une vingtaine d'entrepreneurs, et certains avaient lancé leur campagne de financement participatif, et donc on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée, comme notre projet concerne un produit, ça peut être sympa de faire des préventes et de lancer une campagne de financement participatif sur les Merveilleux. Ok. Et en fait, ça a super bien marché. Oui, ouais. Grâce à notre communauté. mais pour les démarches dans la campagne de financement participatif, d'abord il y a le choix de la compagnie dans laquelle tu vas faire ton crowdfunding. Donc nous on avait choisi KissKissBankBank. Et donc en fait, quand tu les contactes, tu as une chargée de projet qui t'est attribuée, qui va t'accompagner dans ton crowdfunding, te conseiller. Donc on a eu une super chargée de projet qui nous a super bien conseillé, qui était très disponible. Et aussi elle nous a conseillé sur notre communication par rapport à la campagne, ce qu'on devait faire, le meilleur moment. Et donc ça fait partie de notre du succès de notre campagne de financement participatif.
Mais il y a aussi notre communauté, parce que avant de lancer la campagne de financement participatif, on avait développé notre communauté sur les réseaux sociaux, donc via Facebook, Instagram, LinkedIn. On avait aussi un site qui permettait de nous donner plus de visibilité. Et aussi une newsletter. Et donc c'est vraiment grâce à notre communauté, et grâce à aussi toute l'énergie que notre communauté a développée, parce qu'ils ont aussi beaucoup relayé la campagne, partagé, et ils nous ont beaucoup soutenus aussi. Donc c'était aussi grâce à ça. Et comment tu crées justement cette communauté? Comment le site et Instagram, tout ça, à partir de quand vous vous êtes dit il faut qu'on l'ait? Alors ça c'était en novembre-décembre 2019. Donc c'était au tout début de notre projet entrepreneurial. Et en fait, on a eu de la chance parce que dans le cadre de notre victoire au prix Pépite, il y a le journal Le Monde qui a contacté notre école et qui souhaitait nous interviewer. Et, donc à l'époque, on s'était dit, alors sur le coup on était super contente, on s'était dit waouh, c'est une super opportunité. Et d'un côté on s'était dit, le produit n'est pas encore prêt, est-ce qu'on va en parler dans Le Monde comme ça, parce qu'on sait que du coup l'information va devenir nationale. Et en plus, on nous a souvent dit, ne parlez pas trop de votre projet tant qu'il n'est pas fini, faites attention à la protection et l'innovation, tout ça. Et finalement, on nous a dit, allez-y, mais ne dites, dites ce que vous avez envie de dire, et ne dites pas, n'en dévoilez pas trop non plus. Donc, on a accepté l'interview, on a eu un petit article dans Le Monde, et en fait, c'est ce qui nous a fait connaître à l'échelle nationale, mais aussi internationale finalement, parce que plusieurs journaux ont repris l'article du Monde, et du coup, ça a beaucoup fait parler de nous. Et donc, c'est tombé pile après la création de nos comptes sur les réseaux sociaux et de notre site. Ce qui fait que, il me semble, en un mois, on a eu 12 000 vues sur notre site, 12 000 passages sur notre site. Ouais, c'était énorme. Et la communauté a commencé à se créer comme ça. D'accord. Et ensuite, on a eu d'autres journalistes qui nous ont contactés. Et... Ouais, parce que c'est ça, quand je vais sur le site et tout, quand je suis allée sur le site, je vois des interviews avec Le Parisien, Le Point, Mademoiselle.com, le Journal des Femmes, France 24, qui parle de vous en arabe. Enfin, waouh, c'est vraiment impressionnant. Je me suis dit, est-ce qu'ils ont fait un dossier de presse et qu'elles ont envoyé ça à la presse pour justement, en fait, faire connaître le projet et amener toute la communauté, etc. Ou est-ce que c'était juste un attrait des journaux qui sont venus directement à eux? C'est ça. Du coup, ouais, c'était vraiment... le lancement s'est fait grâce à Le Monde. Et en fait, ça a fait une sorte de buzz qui fait que d'autres journalistes nous ont contactés. Et ensuite, on a pensé à faire un dossier de presse. On s'est dit que ça pouvait être plus simple aussi pour les journalistes qui souhaitaient avoir plus d'informations sur notre projet. Et aussi, il y a pas mal d'articles qui ont été des reprises d'articles. C'est-à-dire que par rapport à tout ce que tu as pu voir, ce n'est pas... chaque journal ne nous a pas contactés. On n'a pas eu de contact direct avec chaque journal. Ok, d'accord. Et justement, ça fait pas un peu peur? Ou le produit est pas encore là? Oui. Il y a plein de gens qui s'intéressent à votre... au produit qui va venir. Donc là, en fait, vous avez pas le choix, vous êtes obligé de le faire. Est-ce que ça fout pas un peu la pression? Alors au début, oui, ça mettait vraiment énormément la pression parce qu'on s'était dit, mais déjà s'ils en entendent parler maintenant, les gens voudront sûrement avoir le produit maintenant, bientôt. Donc ça nous mettait une petite pression sur le développement. Et aussi, c'est vrai que du coup, on s'était dit, là, on peut plus faire marche arrière en fait. Mais d'un côté, ça avait aussi validé le fait qu'il y avait un réel besoin derrière ce produit. Parce que c'est important aussi de valider ton marché. Parce que avant de développer un produit, un service, il faut vraiment que tu aies les preuves que ça intéresse les gens, que tu pourras... Parce qu'il y a des idées, des fois, qui sont super, mais il n'y a pas forcément de marché derrière. Et certaines personnes, des fois, n'ont pas faire de tests ou ne vont pas prendre l'initiative d'aller voir les gens pour tester, interroger les personnes concernées. Et finalement, ils développent, ils passent beaucoup de temps dessus et à la fin, ça marche pas forcément. Ouais.
Donc ça a pu être aussi une validation du fait qu'il y avait vraiment un besoin derrière, un besoin de l'œuf végétal. Et aussi c'est vrai que des fois je me dis bah ça aurait été cool que finalement ce buzz arrive plutôt un peu avant la commercialisation du projet, comme actuellement on est encore en développement. Du coup on a pas mal de gens qui nous ont demandé quand est-ce que ça allait sortir, quand est-ce que ça serait disponible, et à chaque fois on leur répond que c'est pas tout de suite finalement, donc c'est dommage. Ouais, et puis c'est compliqué Bon. de dire vraiment une date à laquelle oui, ce aussi, sera prêt, quoi. C'est vrai. Bah, c'est vrai que je me souviens en décembre, on s'était dit bah en mai c'est bon, on aura le produit, ça sera fini, on pourra le commercialiser peut-être l'été 2020. Et finalement bah non, ça prend du retard, le développement, il y a des imprévus qui arrivent, Une pandémie. Par exemple. Oui, par exemple, il y a tout plein d'imprévus qui arrivent, donc c'est vrai que c'est pas évident non plus de donner une date. Et quand justement... on voit que les gens l'attendent, ça nous presse un petit peu. Ouais, bah oui, et puis même vous, je suppose que vous avez au final commencé le développement en 2017. On est aujourd'hui en 2020, donc ça va faire 3 ans que vous êtes dessus. Enfin, ouais, t'as envie que ton produit sorte au final. Oui, ouais, c'est vrai que nous aussi on a hâte. Et est-ce que vous avez rencontré... Alors je suppose qu'il y a plein de types de difficultés qu'on peut rencontrer quand on crée son entreprise. Après, j'ai l'impression que vous avez été quand même bien accompagné, donc ça vous a bien aidé. Et donc quel type de difficultés en fait quel type de difficultés vous avez pu rencontrer auxquelles tu t'attendais pas? Je pense qu'il y a un moment où, enfin, je me souviens, j'ai eu un gros coup de mou et c'était, enfin, je sais pas si on peut appeler ça une difficulté, mais c'était, justement par rapport à tous les médias qui parlaient de nous. En fait, enfin, quand on lit les commentaires sur les réseaux sociaux, on voit que, bon, il y a pas mal de commentaires négatifs. Et en fait, dans ma tête, je m'étais dit, c'est bien de prendre tous les commentaires, enfin pas tous les lire bien sûr, mais d'avoir quand même l'avis des gens. Et en voyant les commentaires négatifs, donc il y en avait qui touchaient le produit, mais il y avait aussi des commentaires qui pouvaient nous toucher, des gens qui nous insultaient. Et ça, j'étais pas du tout habituée, et je m'étais dit que c'était peut-être un petit peu difficile à prendre. Et en fait, quand tu développes un produit, t'aimes bien avoir l'avis de plusieurs personnes, que ce soit des personnes qui pourront être tes cibles, mais aussi des personnes, enfin l'avis général. Et quand on voit beaucoup de commentaires négatifs, bah là, je me souviens que je m'étais remise en question. Je m'étais dit, mais en fait, est-ce que ce qu'on fait finalement, ça va peut-être pas forcément plaire. Enfin, je me sens, c'était 4 jours de remise en question sur le projet, sur comment la population pourrait accueillir le projet. S'il l'accueille mal, c'est peut-être pas forcément bien. Si ça se trouve, on était parti sur quelque chose, on avait cette idée en tête, on avait foncé en se disant qu'il y avait vraiment un besoin et finalement pas tant que ça. Enfin, plein de remises en question. Et du coup, en fait, déjà, je m'étais dit, d'une part, notre produit, c'est sûr, il va pas plaire à tout le monde, enfin, c'est pas l'objectif. Et d'autre part, il faut se refocaliser sur les personnes qui en ont vraiment besoin. Donc, par exemple, toutes les personnes qui ont pu commenter des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, c'était pas forcément des véganes, pas forcément des allergiques aux œufs. Donc, c'était bien de prendre en compte leur avis pour appréhender la mise sur le marché, mais peut-être pas forcément se laisser faire par ça. Ouais. Parce que c'est quel type de commentaires négatifs, en fait? Ça pouvait être par exemple par exemple des articles qui disaient oui, de jeunes étudiantes en biologie ont réussi à sortir un œuf végétal. Donc quand ça parlait du produit, ça pouvait être mais quel intérêt de faire un œuf comme ça sorti de laboratoire, tout chimique. Ils pensaient que ça allait être mauvais pour la santé. Et après, je peux le comprendre parce que c'est vrai que quand on associe chimie, biologie, laboratoire à un produit, on se dit mais en fait ça peut être mauvais pour la santé. Alors que non, nous justement, on est issus d'une école d'ingénieur en biologie, on a pensé à tout ça dans la sélection de nos matières premières, on a tout fait en sorte que de sortir un produit qui était bon pour la santé, sinon on l'aurait pas fait.
Ouais, et puis, enfin, je veux dire, sur votre site, ça se voit, en fait. Vous, vraiment, vous, comment dire, vous communiquez beaucoup là-dessus, sur le fait que c'est quelque chose de biologique, de respectueux de l'environnement, respectueux de la santé, que c'est des paramètres que vous avez pris en considération. Donc en fait, ces gens-là, ils ont vraiment juste lu l'article et ils se sont fait leur propre opinion. En fait, ils n'ont pas été chercher plus loin, quoi, c'est ça. Ou alors lu le titre de l'article. Il y en a même juste le qui lisent titre, rapidement, ouais, voilà, juste le titre et ouais. Donc c'est vrai que ça peut être souvent des gens ignorants. Ouais. Et aussi quand ça parlait enfin quand il y avait des commentaires négatifs sur nous, c'était quels sont ces idiotes qui ont fait ça, des choses comme ça. Ah oui, peut voir. d'accord. Donc c'est plus des attaques personnelles, quoi, là. Ouais, ok. Oui, c'est ça. Mais après c'est ça. D'un côté, il faut se dire que sur les réseaux sociaux, maintenant, on trouve de tout. Les gens peuvent se permettre facilement de critiquer, attaquer, donc voilà, c'est peut-être pas facile à prendre au début, mais après ça fait partie de ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Ouais. Et comment t'as fait alors pour retrouver ta motivation et faire abstraction de ces commentaires pas très joyeux? Je me souviens que de base j'avais gardé ça pour moi et finalement quelques jours après j'en ai parlé à mon associée et elle en fait pareil elle était mal par rapport à ça. Et aussi j'en avais parlé à des amis, dont des amis qui sont véganes, et j'ai vu qu'en fait ça les avait un petit peu vexés que je remette en question le projet, parce que eux me disaient mais nous on le veut en fait cet œuf végétal, enfin tu te rends pas compte de tout le besoin qu'il y a derrière, et c'est là que je me suis dit bah oui c'est vrai en fait pense à ta communauté, pense aux personnes qui en ont besoin. Donc c'est comme ça que ça allait mieux, et que ça a reboosté l'équipe. Trop cool. Et le fait justement d'être deux nanas qui débarquent et qui créent leur entreprise, est-ce que vous avez senti des difficultés par rapport à ça? Parce que de ce que je vois de l'extérieur, moi, le monde entrepreneurial est quand même un monde un peu masculin. Et je sais pas si vous l'avez ressenti ou pas. Alors nous, non. Mais on a eu... quand on était dans le programme d'accélération à Station F, le programme de Pépites, on était avec d'autres... on était une promo et il y avait d'autres entrepreneurs qui étaient aussi, comme nous, deux nanas. Et elles nous avaient partagé leur point de vue en tant que deux nanas entrepreneurs. Et elles me disaient, des fois... genre, on est au téléphone avec quelqu'un et il va nous prendre pour la secrétaire du fondateur, par exemple, des choses comme ça. Mais nous, pour l'instant, non, on n'a pas ressenti ça. Ok. D'accord. Et alors, je sais pas si ça tu peux répondre à la question, mais est-ce que... Donc là, vous êtes en phase de recherche et développement dans votre cuisine, etc. Comment vous voyez la production un peu plus en masse, entre guillemets, parce que visiblement il y a une grosse demande. Donc comment vous avez pu, pareil, est-ce que c'est avec l'incubateur d'entreprise qui vous aide justement à voir cette production en plus grand et à établir un budget, etc. Alors là, c'est pas avec l'incubateur parce que du coup ça serait spécifique à l'agroalimentaire et ils sont assez générales. D'accord. Et en fait c'est plus en discutant avec par exemple la Station F, tu as l'accélérateur, la Shake Up Factory qui est spécialisée dans l'agroalimentaire, et on avait discuté avec le responsable de ce programme d'accélération, ou même en discutant avec d'autres personnes spécialisées dans l'agroalimentaire qui ont pu nous conseiller. Et en fait au niveau de la production, ce qui est conseillé c'est d'y aller petit à petit, parce que il peut y avoir des problèmes que rencontrent certaines startups où en fait elles promettent une grande production et finalement elles n'arrivent pas à l'assumer, c'est ce qui va faire couler la startup. Donc nous on va y aller petit à petit. Donc par exemple dans notre stratégie de commercialisation, on va d'abord s'implanter dans les restaurants avant de pouvoir distribuer en ligne ou bien chez les distributeurs. D'accord. Et dans la recherche d'industriels, on fait appel à nos contacts pour ça, pour la production. Et également dans l'étape de production, alors il faut faire attention à la protection à l'innovation, parce que donc nous on peut pas breveter la recette,
Donc on mise sur le secret de la recette, un peu comme Coca-Cola. Et on a l'avantage que notre produit est en deux parties, donc le blanc et le jaune. Et on s'était dit que le blanc était facile à produire, donc on pourrait le produire de nous-mêmes dans des cuisines partagées et sous-traiter le jaune chez un sous-traitant. Du coup, un industriel. Voilà. Je sais pas si ça répond bien à ta question. Si, non, complètement. C'est juste que pour moi, c'est fou, justement, toutes les choses auxquelles vous devez penser et ouais, voilà, comment intégrer tout ça alors que tu débarques de ton école, que t'es un peu lâché comme ça. Donc heureusement que vous avez de l'aide autour pour vous conseiller, mais justement c'est comment aller chercher des partenaires, j'imagine la quantité d'énergie et de temps que ça demande alors que vous êtes toujours pas payé, quoi, en fait, c'est ça. Ouais. Bah, c'est vrai que finalement tout ça, tout ce qu'on a appris, toute notre stratégie commerciale, toute notre stratégie même en général, elle s'est élaborée donc par nos prises de décision, mais aussi surtout par toutes les personnes qui nous ont accompagnés dans le projet, toutes les personnes avec qui on discute, qui nous aident beaucoup et volontairement. C'est grâce au réseau aussi. En fait, il faut pas hésiter à s'entourer des bonnes personnes et parler aux bonnes personnes. Ok. Et justement, en parlant de bonnes personnes, est-ce que tu as eu des rôles modèles qui t'ont inspiré au cours de tout ce projet? Au cours de tout ce projet, il y a des personnes qui m'ont inspirée. Après, il n'y a pas de personnes spéciales. Disons qu'à chaque fois dans mon parcours, je me suis beaucoup inspirée de certaines caractéristiques que pouvaient avoir certaines personnes. Par exemple, je vais discuter avec quelqu'un, je vais trouver ses projets ou son ambition trop bien, je vais être admirative. Du coup, c'est une personne qui va m'inspirer. En fait, souvent, c'était des personnes de mon environnement avec qui j'ai pu échanger. Donc comme par exemple quand on est petit, souvent on est admiratif de nos parents, nos grands frères, grandes sœurs. Là c'est pareil en fait, c'est chaque fois des personnes qui vont avoir fait mieux que nous, qui vont avoir une carrière brillante, ce sont des personnes qui vont m'inspirer. Okay. Et là du coup je pense à par exemple la station F, donc ça se faisait avant le Covid. Mais on avait souvent des interventions de personnes qui avaient réussi dans leur projet et qui venaient parler sur un sujet précis, et ces personnes-là, par exemple, elles m'inspiraient énormément. Ok. Donc ça pouvait être des personnes qui étaient actuellement incubées à Station F, mais aussi des personnes extérieures. Ok. Et on arrive à la dernière question. Ouais. Quel conseil tu donnerais à une étudiante qui veut se lancer justement dans l'entrepreneuriat ? Alors déjà, je dirais que si elle a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'elle y aille, qu'elle fonce, parce qu'elle a rien à perdre. Nous, en fait, on s'était dit que après les études, c'était le bon moment, parce que au niveau financier, on n'a pas encore de charges. Avec Philippine, par exemple, on vit encore chez nos parents, et on n'a aucune contrainte. Parce qu'on s'était dit, par exemple, ceux qui se lancent après, par exemple, 10 ans d'entreprise, c'est pas évident, parce qu'ils ont eu le confort d'avoir une rémunération, ils ont peut-être des charges, peut-être un loyer à payer, ou peut-être une famille aussi à entretenir. Donc en période juste post-scolaire, on n'a rien à perdre. Il faut tenter. Aussi, faut bien s'entourer. Quand on a une idée, que ce soit un produit ou un service, vraiment le tester, ne pas hésiter à aller vers les gens, leur demander, vraiment tester le produit. Et aussi persévérer même en période de remise en question, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure. Ouais. Et aussi, par contre, quand je dis qu'il faut bien s'entourer, aussi il faut faire... En fait, nous, je me souviens qu'au tout début, quand on a eu l'idée, les professeurs nous avaient dit oui, n'en parlez pas trop, comme c'est une super idée, faites attention. Mais peut-être pendant 6 mois, du coup, on est resté contre nous, on n'en avait pas parlé, mais en fait, c'était pas évident d'avancer. Donc, il faut vraiment savoir gérer la protection de l'innovation, mais aussi pouvoir bien s'entourer et savoir compter sur d'autres personnes, s'ouvrir un petit peu quand même pour pouvoir avancer. Ok, génial. C'était trop cool.
Merci beaucoup, Sherilyn. Moi aussi, j'ai passé un bon moment. C'était super cool d'échanger avec toi. Est-ce que t'as des sujets que t'aurais aimé aborder pendant l'interview ou là, comme ça J'ai pensé tout à l'heure, en fait, quand tu me parlais de difficultés, j'ai pensé juste après. Alors moi, pour l'instant, j'ai pas encore ressenti de difficultés par rapport à ce que je vais te dire, qui est l'entente entre associés, qui est un sujet très important, parce que parmi les raisons pour lesquelles certaines boîtes coulent, il y a aussi à cause de l'entente entre associés qui ne fonctionne pas forcément. Et ce que je pourrais donner comme conseil, c'est qu'avec Philippines, ce qu'on fait, c'est que tous les vendredis après-midi, dans notre emploi du temps, on s'est imposé des créneaux vendredi après-midi pour s'organiser dans la semaine, dire ce qu'on va faire la semaine d'après. Comme ça, on voit tous les deux qui fait quoi, on a bien des rôles définis, ce qui est important. Et tous les lundis matins, on s'appelle juste le matin pour se dire, on s'appelle quand on est en télétravail ou si on se voit, pour se dire s'il y a des choses la semaine dernière qui nous ont déplu ou qu'on a mal pris, voilà, tout ce qui pourrait peut-être nous froisser ou quoi que ce soit, parce que c'est important de bien comprendre l'autre personne pour pouvoir bien avancer avec elle. Ouais, parce que c'était justement aussi une de mes questions que j'ai zappé, c'est travailler, parce que vous êtes amis, vous êtes amis d'école. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que pour toi tu crois que c'est un avantage ou un inconvénient? Alors en fait, quand on est amis, alors ça peut être peut-être un inconvénient parce que du coup, ça peut peut-être, ça change la relation amicale. Du coup, ça devient, c'est ton ami, mais ça devient aussi ton associé. Mêler professionnel, personnel, c'est pas forcément évident. Mais d'un côté, ça peut être un avantage parce que du coup, je la connaissais bien. Donc, par exemple, quand on était à l'école, on se connaissait un petit peu déjà, mais ensuite on a été coloc quand on était en master à l'UTC, à Compiègne. Donc là, j'ai encore plus connu. Et c'est très important de bien connaître ton associé. C'est pourquoi aussi on a eu des formations sur des tests de personnalité, des formations sur l'entente entre associés, parce que c'est important de savoir comment la personne peut prendre certaines choses, comment elle travaille, sa méthode de travail, ce qu'il faut savoir sur ce qui pourrait déranger la personne ou non, ou ce qu'elle apprécie. C'est super important. Parce qu'il y a des choses des fois qui peuvent être mal prises, alors qu'en fait c'est juste à cause d'un petit point qui a manqué, donc voilà. Ok. Donc, c'est important. Effectivement, c'est très important. Eh bien, merci beaucoup, Sherilyn. Merci à toi. J'espère très prochainement qu'on verra les merveilleux dans nos assiettes. J'espère vraiment pour vous. Encore félicitations pour cette initiative parce que c'est vraiment trop cool et maintenant que je connais l'histoire et tout ça, c'est vraiment génial de voir comment toutes les deux vous avez su rester motivés et vous avez mis tant d'énergie là-dedans. Donc j'espère vraiment que ça va se faire. Je suivrai l'aventure avec plaisir. Et à la prochaine fois, peut-être que le jour où ça sortira vraiment en production, t'auras encore d'autres choses à dire et on se refera un épisode. Ouais. Avec grand plaisir. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager ça avec toi. Donc là, ce n'est que le début. Donc oui, bien sûr, à l'avenir, ce sera un plaisir. Et au plaisir aussi de partager ça avec ta communauté. Super. Merci beaucoup, Sherilyn. Salut. Merci, Mélissa. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et encore merci à Sherilyn pour sa confiance. Vous pouvez retrouver tout ce dont on a parlé dans les notes de cet épisode et n'hésitez pas à suivre les merveilleux sur Instagram ou à vous abonner à leur newsletter. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à vous abonner et le suivre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!